que jamais aujourd'hui de s'y opposer et de persévérer dans cette résistance, parce que la loi Taubira, encore une fois, n'est qu'une étape, et une étape vers un monde qui fait frémir, parce que c'est une nouvelle anthropologie, c'est une nouvelle vision de l'homme, et c'est une vision de l'homme qui le prive totalement de liberté. C'est un petit peu là-dessus que je terminerai avant de repasser le micro à Guillaume. En fait, ce qui est en jeu, ce sont les libertés humaines. Les nôtres en France, mais également celles de tous les peuples du monde, en fait. C'est-à-dire que nous ne nous battons pas uniquement pour nous nous battons pour la planète entière, pour tous les hommes de la Terre, en fait. Nous nous battons pour une idée de l'homme, et une idée de l'homme qui est libre. Et ça, il faudra... Je pense que là, l'enjeu est énorme, et l'enjeu est extrêmement capital. Voilà, je te passe le... Merci Eric. On parlait du monde sans famille. Je vous conseille d'aller chercher sur Internet un texte du sociologue François de Singly, qui a beaucoup travaillé avec Irène Théry sur ce qu'on appelle les nouveaux modèles familiaux. Les sociologues sont des gens qui utilisent ce qu'ils appellent des données tendancielles. Donc ils étudient des tendances, ils les projettent pour faire des anticipations. François de Singly a énormément travaillé sur les nouvelles tendances de la famille et de la société, et a travaillé sur ce qu'il appelle les processus d'individualisation. Et donc il a commis un texte qui s'appelle « Pourquoi nous avons aboli le mariage ». C'est un texte qu'il a écrit en 2011, je crois, et dans lequel il situe l'abolition légale du mariage en 2048. Et il explique pourquoi. C'est saisissant de réalisme prospectif à partir des données tendancielles. Mais les données tendancielles, comme ils disent, ne sont pas des déterminismes ou des déterminations de l'histoire. Voilà pourquoi nous avons encore une prise sur l'histoire, et que tout ne se réglera pas à partir de données tendancielles et dictées par des sociologues. Mais lisez cette anticipation, pourquoi nous avons aboli le mariage, et il décrit ce qu'est la société sans famille suite à ce processus d'individualisation très impressionnant. Alors on résiste à quelque chose qui nous paraît un petit peu énorme, et je voudrais revenir à notre échelle nationale pour parler un petit peu de politique, et appréhender aussi la question politique, en commençant par un constat. On a eu les élections départementales très récemment. Les élections régionales s'annoncent déjà pour le mois de décembre, et derrière les élections régionales, on va rentrer dans un processus quasi obsessionnel où l'échéance de 2017 sera le centre de toutes les préoccupations et de l'agitation médiatique. Alors ce qu'on est en train de vivre au niveau des élections intermédiaires, on pourrait considérer que c'est un processus habituel où le parti au pouvoir, ne parvenant pas à régler les principaux problèmes du pays, perd toutes les élections, et ces élections intermédiaires perdues préparent ce qu'on appelle l'alternance, et Nicolas Sarkozy a dit l'alternance est en marche et plus rien ne saura l'arrêter. Bon. Après, la question se pose, c'est savoir qu'est-ce qu'une alternance? Est-ce une alternance de partis au pouvoir destinés les uns après les autres à se faire chasser 5 ans plus tard, après avoir perdu toutes les élections intermédiaires? Et on pourrait se poser la question, mais quelle est l'alternative? Est-ce que l'alternance présente une alternative? C'est un élément de réflexion, parce qu'il y a une autre manière d'analyser ce qui se passe aujourd'hui au plan électoral. C'est bien sûr l'abstention qui se confirme à un niveau exceptionnel, c'est-à-dire la moitié des électeurs. Il y a le vote Front National qui représente un quart des 50% qui votent, qui est un vote anti-système. Et j'ai vu que le Huffington Post français a inauguré il y a quelques semaines ce qu'il appelle un thermomètre de la crise du pouvoir. Et il a donné son premier relevé de température très récemment, et le relevé de température est le suivant: 71% des Français n'ont plus confiance dans la qualité de leur démocratie. Ça signifie que ce ne sont pas seulement les partis politiques qui sont décrédibilisés, leur taux de crédibilité est à 13% actuellement selon le Cevipof, les médias doivent être à 17%, c'est les derniers de la classe. Et
aujourd'hui, c'est les partis politiques qui sont décrédibilisés, ce sont les hommes politiques qui sont décrédibilisés, mais bien davantage, selon le baromètre, le thermomètre de Huffington Post, c'est le système politique lui-même qui est en voie de décrédibilisation. Donc, et qui est déjà décrédibilisé. Et notamment dans la sociologie des profondeurs de notre pays, moins dans nos milieux plus urbains. Et ça, c'est un fait majeur. Et c'est une autre lecture. Parce que quelle est l'alternative face à ce déclin de la chose publique? On pourrait même presque parler, non pas de déclin, mais de faillite de la chose publique, de faillite du politique. Où est le politique? Benoît nous lisait un texte en introduction où on avait l'impression de vivre dans un monde kafkaïen qu'on vit avec ces réglementations administratives diverses et variées. C'est un texte de Chantal Kelsol, c'est ça, hein? Et en même temps, l'État n'est peut-être pas présent là où il devrait l'être, c'est-à-dire pour protéger, c'est servir et protéger. Donc pour protéger notre pays d'un certain nombre de prédations économiques, financières, liées à la mondialisation. Donc là, il faut prendre la mesure des choses, je pense, par rapport à l'enjeu 2017, et à mon avis, ne pas avoir non plus le nez sur 2017 comme une obsession et comme l'horizon le plus important de ce qui nous attend, même si je ne dis pas que ce ne soit pas important. C'est vrai qu'on se dit, mais il faut influer sur les programmes, il faut arriver à influer sur les choses. En 2007, il y a une personne qui s'appelle Emmanuel Mignon qui a influé sur les programmes de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a été élu le soir du deuxième tour à 20h, et à 20h05, Emmanuel Mignon, qui avait gagné le pouvoir par procuration à 20h, l'a perdu à 20h05. Nicolas Sarkozy devait liquider l'héritage de mai 68, a-t-il dit, et il a gouverné avec Bachelot, avec Besson, avec Ferry, etc., conseillé par Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali, toujours le même, etc. Donc on voit bien qu'il y a une limite quand même assez importante. Et si on arrive encore à influencer le pouvoir, le programme, est-ce que c'est pour de nouveau prendre un pouvoir, ou croire prendre un pouvoir à 20h, qui sera déjà perdu à 20h05, ou même peut-être à 20h01. Donc la question des pouvoirs est importante. Eric parlait des libertés qui vont avec les responsabilités. Il y a deux manières de priver les gens de liberté, c'est par une coercition qu'on connaît très bien, qui est de type totalitaire, mais il y a une autre manière, plus insidieuse, c'est de faire en sorte que les gens n'exercent plus les responsabilités naturelles qu'ils devraient exercer. Et quand une responsabilité n'est plus exercée, la liberté qui lui est liée disparaît. Je vais prendre un exemple. Je discutais avec le maire de Triel-sur-Seine. La ville de Triel-sur-Seine appartient à une communauté de communes à taille raisonnable qui regroupe 7 ou 8 communes qui se connaissent, etc., qui sont sur un périmètre gérable et qui va être absorbé dans une super hyper intercommunalité, avec un découpage du territoire fait par le préfet de région. Et alors, je lui dis, alors, qu'est-ce que vous avez dit au préfet de région? Il m'a dit, bah, tous les maires lui ont répondu, non, nous ne sommes pas d'accord. Je dis, et qu'a dit le préfet de région? Il a dit, bah, vous n'êtes pas d'accord, j'ai bien pris note de votre désaccord, mais on le fait quand même, c'est moi qui décide. Alors, je lui ai demandé si le préfet de région éventuellement était élu, je lui ai dit, je ne connaissais pas bien les institutions. Il m'a dit, non. J'ai dit, ah, c'est ça, il n'est pas élu, d'accord, mais je lui ai dit, mais vous êtes élu, je crois. Il m'a dit, oui, je suis élu. Et il me dit, il y a un problème de proximité. Oui, il y a un problème de proximité. Il dit, quand je vais croiser les gens dans la rue avec les transferts de compétences, c'est un peu comme le processus de l'Europe, hein. Avec les transferts de compétences, maintenant quand on va me poser une question, là où avant je pouvais répondre directement sur quelque chose qui était lié à ma responsabilité et au pouvoir que j'avais concret, je vais devoir faire la boîte aux lettres avec là-haut mon hyper-communalité. Et je vais devoir m'adresser là-haut pour quémander quelque chose, etc. Donc je ne vais plus être qu'un intermédiaire, qu'une boîte aux lettres, etc. Je lui dis oui, et qu'est-ce qu'on fait? Il me dit bah rien. Je dis pourquoi rien? Il me dit on n'a pas le choix. En anglais, les anglo-saxons disent there is no alternative. Pardon pour l'accent. C'est le TINA. Le TINA est partout. On n'a pas le choix. Vous avez entendu Macron, mais c'est absolument incroyable. Emmanuel Macron, il passe à la radio. Sur 10 minutes d'interview avec El Kabash, il va répéter 7 ou 8 fois, ou quasiment 10, je vais compter, une par minute. On n'a pas le choix.
Donc on est dans ce contexte du on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix de quoi? On n'a pas le choix que de supprimer des libertés et des responsabilités locales.